Hey! Bienvenue dans ce premier épisode de Grosso Modo, dont le concept se veut assez simple, des vidéos courtes dans lesquelles je vous parlerai de philosophie sur un ton un petit peu décalé. Bah oui, c'est logique, si j'avais voulu parler de philosophie de manière rigoureuse, j'aurais peut-être pas appelé ça Grosso Modo. La philosophie sur un ton décalé, c'est du déjà vu. Il y a un gars qui fait ça, je crois, le coup de fil ça s'appelle. Ah, mais t'es un copieur en fait. Bah pour une fois, je suis d'accord avec le De Gaulle, hein. Tu plagies à mort, tu vas te faire griller. Tu sais bien que faut avouer à demi pardonner. Faut au moins que tu te démarques avec un truc. C'est quoi la différence là, hein? Attendez, ça n'a rien à voir. L'homme est un loup pour l'homme. Phrase attribuée à Thomas Hobbes. Oui, je dis attribuée parce qu'en fait, elle n'est pas de lui. Thomas Hobbes est un philosophe anglais du XVIIe siècle, surtout connu pour ses ouvrages en philosophie politique, et blablabla, blablabla. Alors là, non! Tu sais très bien que le contexte est très important pour comprendre la philosophie d'un auteur. Peut-être, mais j'ai pas le temps. Je te rappelle que je dois faire une vidéo courte. Ah bah très bien, je dirai plus rien alors. Eh ben, c'est pas plus mal. C'est une métaphore dans laquelle l'homme est identifié au loup comme d'une bête féroce et cruelle, surtout envers ceux de son espèce. Eh mais c'est du racisme ça! C'est de la lichanophobie, hein? C'est parce qu'ils sont différents, t'as peur, c'est ça? N'importe quoi, j'ai pas peur. De toute façon, ça existe même pas la lichanophobie. Je me désolidarise complètement de ces propos haineux à l'encontre des loups. Moi, j'ai rien contre eux. J'ai même un copain loup très sympa qui mange des croquettes. Après, à la décharge des lichanophobes, dans l'histoire du petit chaperon rouge, c'est pas la grand-mère qui bouffe tout le monde. Enfin bref, ce que rappelle Hobbes avec cette phrase, c'est que l'être humain est parfois amené à être un vrai prédateur envers ceux de son espèce. Ça va quand même rarement au point de manger d'autres personnes. Il y en a qui le font. C'est une citation souvent utilisée pour dénoncer les pires défauts de l'homme, comme son incapacité à vivre en paix, sa barbarie, etc. Et c'est vrai que c'est une philosophie qui s'appuie en partie sur une conception pessimiste de l'espèce humaine. Mais que nenni! Vous vous faites avoir. La philosophie d'Hobbes ne se résume pas au fait de taxer l'homme des pires défauts. En gros, les êtres humains ne s'entretuent pas parce qu'ils sont bêtes et méchants. C'est même plutôt le contraire. Pour le comprendre, Hobbes nous propose un genre d'expérience de pensée, l'état de nature. Ah, ça c'est bien. Un penseur pro-nature et contre la pollution, c'est ça? Oh non, c'est dommage. Vous avez l'air sympa. Oui, enfin là, ça n'a rien à voir avec l'écologie. C'est pas l'état de la nature, c'est l'état de nature. Pour faire simple, l'état de nature, c'est la réalité humaine avant toute forme de société, d'état ou d'association. Bah, en gros, c'est la jungle. Tout le monde de son côté, chacun pour soi. Dans cet état de nature, les hommes se font tous la guerre pour deux raisons principales. La première, c'est la compétition pour les ressources. Le fait que chacun veut la plus grosse part du gâteau. Quand c'est pas possible, forcément, ça crée des frictions. Pas besoin d'être dans l'état de nature pour confirmer ça. On le voit assez fréquemment au quotidien. Exemple! À chaque fois que deux mecs ont le béguin pour une même nana, il y a toujours une tension qui s'installe. Mais c'est très irrespectueux de comparer la femme à une ressource. Bah ouais, la femme, une ressource, bon. Moi je mettrais plutôt ça dans les ressources d'emmerde alors. Ah bah tu vois. Mais attends, c'est pas ça du tout qu'il faut retenir, hein. On se calme. On va pas commencer un nouveau débat maintenant. On enchaîne. La deuxième grande cause de la violence à l'état de nature, c'est l'égalité entre les hommes. C'est l'égalité qui pousse les hommes à s'entretuer. Mais ça n'a pas de sens. D'habitude, ce sont plutôt les inégalités qui incitent à la violence. Eh ben non, justement, pas pour Hobbes. Mais attention, ici on parle d'une égalité de puissance et de faiblesse. Certains d'entre nous brillent de par leur force, d'autres par leur intelligence, et d'autres encore par leur stupidité. Mais ce que nous dit Hobbes, c'est que même le plus fort et le plus intelligent d'entre nous n'est pas à l'abri de se faire tuer. Bah oui, hein, même un idiot est capable de verser du poison dans un verre. Enfin, qu'est-ce qui lui prend de penser à un truc pareil? C'est horrible, c'est glauque en plus. Ouais, j'aime bien moi quand même. Cette égalité dans leurs conditions humaines pousse les hommes à s'entretuer. Déjà parce qu'on évite d'affronter quelqu'un contre qui on n'a pas une chance de l'emporter. Il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Par exemple, deux poules peuvent se foutre sur la gueule si vraiment elles s'aiment pas. Mais on n'a jamais vu une poule aller chercher des noises à un renard. Ça, c'est pas possible.
ou alors la poule est tarée. Ensuite, puisque tout homme possède ce pouvoir de tuer, chacun d'entre nous devient une menace potentielle. Et habituellement, on part un danger en supprimant la menace, voilà. Mais comment faire? Arrachons la tête de tout le monde dans un rayon de 500 mètres. Ah, ça c'est un homme d'action. Donc concrètement, à partir du moment où vous vous souciez de votre sécurité, et la plupart des gens s'en soucient. Dès lors que vous rencontrez quelqu'un, une tension va s'installer qui risque de dégénérer. Hobbes appelle cette dynamique la défiance. Oui mais enfin, ça explique pas pourquoi on se ferait tous la guerre. Moi c'est pas parce que je rencontre quelqu'un que je connais pas que je vais essayer de le tuer. Eh ben en un sens, si. Rappelons-nous qu'à l'état de nature, aucune institution ne vous protège. Donc pour vous défendre, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et si vous mourrez, tout le monde s'en fiche. Ça ne pousse pas spécialement à l'amour de son prochain, mais plutôt à la paranoïa constante. Et surtout, pour Hobbes, la guerre ne se résume pas au fait de trucider votre ennemi. Non, à la rigueur, c'est la partie la plus spectaculaire. Il y a du sport, de l'action, ça bouge. Bon, ça fait rêver les petits garçons. Et oui, la guerre, ça commence à partir du moment où on la prépare. Tous les pays entretiennent une armée, notamment dans l'éventualité d'une guerre. Même en temps de paix, la menace d'une attaque est diffuse et constante, donc impossible de baisser sa vigilance. Mieux vaut être aux aguets. Et c'est là que Hobbes s'exclame « Ceci n'est pas la paix !» Dans un temps de paix véritable, personne ne craindrait pour sa vie et les hommes consacreraient toute leur énergie au progrès humain. Si vous épiez vos voisins par crainte de leurs éventuelles mauvaises intentions, alors vous n'avez pas les avantages de la paix. De fait, si ce n'est pas la paix, c'est la guerre au stade zéro. Oui, c'est tordu, hein. Par exemple, on parle bien d'une guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, bien qu'officiellement en paix. La frontière semble donc assez floue. Je suis pas bien sûr d'avoir compris. C'est la même chose à l'échelle individuelle en pire, car selon Hobbes, c'est la guerre de tous contre tous. Pour lui, c'est la pire des conditions car elle étouffe toute forme de progrès. À l'état de nature, on craint constamment pour notre vie. Donc pas vraiment le temps de trouver le vaccin contre la rage ou d'inventer le cinéma. Et comme c'est un mec sympa, Hobbes compte bien nous expliquer comment éviter de revenir à l'état de nature. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. En résumé, si l'homme est bien un loup pour l'homme, ce n'est pas en raison de sa mauvaise nature, mais parce qu'il est soumis à ce mécanisme de défiance.